la diaspora, les compatriotes qui sont dans la diaspora sont des citoyens à part entière. Ça, c'est d'abord la première, je dirais, affirmation qu'il faut faire. À savoir que ce sont des citoyens ivoiriens à part entière. Ils jouissent de la nationalité. Et s'ils sont des citoyens à part entière, ils doivent être traités comme ceux qui sont au pays. Que la distance géographique ne doit pas constituer un élément de discrimination, un élément d'exclusion. Ils sont des hommes, mais ils sont des citoyens. Donc, ils doivent jouir des mêmes droits que ceux qui sont restés au pays, à commencer d'abord par les droits politiques. De la même façon que ceux qui sont au pays participent au choix des dirigeants, il faut aussi que ceux qui sont à l'extérieur y participent. De là, le vote des compatriotes à l'étranger. Aujourd'hui, c'est une réalité, mais ça n'a pas été toujours le cas. Pendant de nombreuses années, les Ivoiriens de l'étranger ne participaient pas au choix des dirigeants, notamment du président de la République. Mais il ne faut pas s'arrêter au président de la République, parce qu'il n'est pas le seul responsable politique chargé de la gestion du pays. Il y a la représentation nationale. De la même façon que les différentes régions sont représentées à l'Assemblée nationale, il faut que la diaspora aussi soit représentée à l'Assemblée nationale, parce que nous considérons qu'elle est la 32e région du pays. Aujourd'hui, il y a 31 régions, plus de districts. Il faut considérer la diaspora comme la 32e région. Et aujourd'hui, si on évalue le nombre de nos compatriotes à l'extérieur, aussi bien en Europe, aux États-Unis, un peu partout, on peut dépasser facilement le million d'Ivoiriens. Ces millions d'Ivoiriens-là, ils sont concernés par la marche du pays. Et donc, il faut qu'ils participent et qu'ils soient représentés. C'est pourquoi, avec nous, il y aura des députés, des parlementaires de la diaspora qui seront élus par les membres de la diaspora au sein de la diaspora, pour qu'ils soient représentés et qu'ils puissent participer, qu'ils puissent apporter leur vision, leur appréciation de la marche du pays. Mais ensuite, il faut prendre en compte tous leurs besoins économiques, sociaux, notamment les questions d'éducation et de santé. Les étudiants qui sont ici, l'État ne doit pas les oublier. De la même façon que l'État prend des dispositions pour que l'école là-bas soit gratuite, pour qu'ils aient accès à l'éducation, qu'ils aient des bourses, qu'ils aient un encadrement médical, etc., ceux qui sont ici doivent être traités de la même façon. Parce que ce sont les enfants qui font les études et qui demain pourront aller contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a le devoir de les assister dans leur éducation. Surtout ceux qui arrivent fraîchement, parce qu'en général, les étudiants qui arrivent, ils ont des problèmes de logement, ils ont des problèmes d'insertion, ils ont besoin de s'acclimater, ils ont besoin d'assistance. Il faut que cette assistance soit effective. Mais pour cela, il faut d'abord que l'État ait une bonne connaissance de tous nos compatriotes résidant à l'extérieur, qu'il y ait un fichier de tous les... S'ils sont 100 000 en France, qu'on connaisse de façon nominative les 100 000 compatriotes qui sont ici. De façon à ce qu'il y ait une gestion, je dirais, individualisée, qu'on sache de façon individualisée ce que chacun fait. De façon à ce que l'État même sache dans quelle branche ces compatriotes-là se situent. Quels sont ceux qui sont, par exemple, étudiants? Il y a combien de femmes? Qu'est-ce qu'elles font? Quels sont ceux qui sont dans le commerce, dans le bâtiment, dans l'informatique, dans l'ingénierie? Avoir le profil. Parce que dans la marche du pays, à tout moment, on peut avoir besoin d'une compétence particulière. Le dialogue politique, est-ce que le format actuel est bon? Or, il peut être mieux. Parce que moi, en tant que président du FPI, quand je suis sorti de prison, ce que j'ai proposé, c'était les États généraux de la République. Parce que, de mon point de vue, il faut que, pour sortir totalement de tout ce que nous avons connu, il ne faut pas seulement dire qu'on libère les prisonniers, qu'on va dédommager les victimes, etc., etc. Il faut aussi voir qu'on se retrouve tous pour dire qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu la crise. Quels sont les vrais problèmes qui font que souvent on ne s'entend pas et puis quand les élections arrivent, on s'entretue. C'est ce qu'on appelle les réformes. Les réformes constitutionnelles, juridiques, etc.
Il faut que ce soit tout le monde qui fasse les réformes. En France, c'est une femme. La première vice-présidente du FBI, c'est une femme. Les femmes occupent une place très très importante. Parce que nous, les socialistes, ce sont des valeurs qui nous sont chères. La femme, les jeunes, le social, l'environnement, tout ça, ce sont des questions qui nous sont chères. Alors, le voix de Bitogo, bon, la voix de FPI a été entendue, mais comme nous, il n'y avait pas d'enjeu, en fait, dans le voix de Bitogo. De toute façon, on savait qu'il allait être élu. Il n'y avait pas d'enjeu. Mais ceux qui ont voté, parce que c'est eux leur cas qu'il faut dire. Ce qui est marquable, c'est que ceux qui ont voté, décidé de voter, eux là, ils ne voulaient même pas entendre parler de RHDP, de Bitogo, de Ouattara, ni rien. Il faut que ce soit la guerre, etc. Et pour la première fois, ils ont décidé de poser un acte pour montrer qu'ils sont ouverts au règlement pacifique des conflits. C'est tout. L'acte qu'ils ont posé, c'est pour dire, bon, nous, on ne va plus chercher à régler les problèmes dans Palabre. Voilà, qu'à s'asseoir, on va discuter. Maintenant, les gens, eux, maintenant, ils ont fait ça. Ils attendent de voir comment Ouattara va réagir. Est-ce qu'il a compris le message? Est-ce qu'il est prêt maintenant à régler les autres problèmes, les prisonniers politiques, des choses, le sort de Gbagbo et tous les autres problèmes qui s'y trouvent. Chez nous, on peut dire, bon, comme pour le moment la vie est chère, on laisse les péages là gratuits jusqu'à ce qu'on maîtrise la situation pétrolière. On peut faire ça, parce que les Ivoiriens souffrent. Le coût de la vie a monté. Si vous montez encore les péages, les gens vont s'appauvrir davantage. Bon, je ne sais pas quelle va être l'issue des manifestations que les automobilistes font, mais le gouvernement peut faire des gestes. Parce que dans la gestion, il faut tenir compte de tout ça aussi. Quand les gens sont harcelés de dépenses, etc., il faut savoir comment ouvrir un peu pour pouvoir les faire souffler. Et logiquement, non seulement les péages là devaient être suspendus, mais sur la cherté de la vie, plusieurs produits, les prix devraient être contrôlés sur les produits de première nécessité pour que les gens puissent... Alors, Baté, l'objet de la rencontre avec Blé Goudé, bon, c'est une visite. C'est un frère. On a mené le combat ensemble pendant de longues années, de 2002 à 2010. Moi, j'étais en prison. Ici, lui s'est retrouvé à la CPI. Donc, solidarité, naturellement, il faut être solidaire de tous les frères qui sont en situation difficile. Et puis, bon, puis on a les relations de famille aussi, avec Blé, puisque son épouse est ma nièce. Et puis moi aussi, j'ai épousé une femme de chez lui. 2025 là, Ouattara ne sera pas candidat. Bédié ne sera pas candidat. Gbagbo ne sera pas candidat. C'est entre nous là, nous qui les suivants là, c'est entre nous que ça va se décider. Entre nous là, moi j'ai déjà de l'avance sur beaucoup. Oui, je suis le plus âgé parmi eux. Les Blé Goudé, les Soro Guillaume, les Bion, tout ça là. Je suis le plus âgé. Moi je serai un candidat de transition entre la génération des Ouattara et la génération des Blé Goudé. Le pays va être totalement calme pour que quand les Soro là vont venir, ils puissent faire la démocratie. Ils vont faire une compétition apaisée. Même si le problème de Soro n'est pas réglé avec Ouattara, sachez que ce sera réglé avec moi parce que je vais vous laisser ça au moins. Donc voilà, chers amis, ce que je voulais vous dire, encore une fois, comme on a épuisé le temps, je voulais vraiment vous dire infiniment merci d'être venu, dire merci aux honorables chefs religieux, chefs de communauté qui ont accepté encore une fois d'être là, aux chefs de partis politiques, et à très bientôt.